femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. Bonsoir à tous, bonsoir chers auditeurs et bonsoir chères auditrices. Alors aujourd'hui, nous avons comme invité un jeune couple, jeune marié, ça fait un an, un peu plus d'un an. Ils se sont mariés le 27 juillet 2016 et ils vont un petit peu nous raconter leur parcours depuis le mariage, même à l'avant, et comment ça se passe maintenant, les attentes qu'ils ont eues, est-ce qu'il y a des surprises, des illusions, des désillusions, je ne sais pas. Donc ils vont nous raconter un peu tout cela. Mais avant de commencer, je vais laisser la place à Barbara pour qu'elle puisse prier afin de commencer ce moment. Barbara ? Notre Dieu, nous voici tous devant toi aujourd'hui pour te remercier pour cette journée que tu nous as permis de passer en bien. Merci d'avoir été avec nous. Nous te remettons l'émission entre tes mains. Nous te demandons de prendre place parmi nous. Nous te remercions du fait que tu protèges, que tu as protégé Janice et son mari depuis tout ce temps. Nous te demandons de continuer à les guider et faire en sorte qu'ils puissent partager leurs témoignages avec nous, avec d'autres personnes qui nous écoutent à la radio et d'autres couples qui veulent se former. Aide-nous et guide-nous, donne-nous ton Esprit Saint afin qu'il puisse nous donner la sagesse. Dirige-nous, Père. Nous te remercions pour toutes ces choses. Ce sont les grâces que nous te demandons. Au nom de Jésus, nous t'avons prié pour ta gloire. Amen. 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 Alors, bonjour Janice et Nicolas. Bonjour. J'espère que votre journée s'est bien passée. Oui. Sur le regard de Dieu. Oui. Je me suis senti un peu seul, mais c'est En effet, Nicolas est en vacances. Ah, Et ok. pas moi. Ah, ceci Voilà. explique cela. Voilà. Alors, le titre de cette émission est Les réalités des jeunes mariés. Donc, on va vous laisser un petit peu nous raconter un petit peu comment ça se passe. Comme ça fait plus d'un an, vous avez quand même un petit recul sur ce qui a pu se passer, sur les attentes qu'il y a pu y avoir, comment évolue la relation. Est-ce que vous vous attendiez à cela? Est-ce qu'il y a des difficultés? Ou est-ce que c'est le bonheur parfait? Je ne sais pas. Donc, je vous laisse la parole. D'accord. Tu veux dire quelque chose? Tu veux commencer, Monique? Oui, peut-être. Je ne sais pas si vous avez entendu cette expression, mais on entend souvent dire que dans le mariage, il y a un seuil critique, souvent dans les débuts, qui se situe entre 6 mois, à peu près environ à 6 mois à 1 an. Donc, après, de là à dire si c'est théorique ou si ça se vérifie, ça se vérifie un petit peu dans le sens que, contrairement à l'image souvent qu'on se fait idyllique du mariage, le mariage c'est vraiment un édifice qu'on construit en fait. C'est pas, tout n'est pas parfait une fois qu'on a passé la bague au doigt, dans le sens que l'harmonie c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'approfondit peu à peu. Je pense que c'est au même titre que la relation spirituelle, en fin de compte, c'est quelque chose, c'est des jalons qu'on met petit à petit et qui forment vraiment quelque chose de solide. Même si, effectivement, avant le mariage, il y a certes la période des fréquentations, des fiançailles, où on a déjà, normalement en tout cas, si c'est vécu vraiment avec toute la sincérité qui se doit, je pense, pour cette période, c'est jamais pareil que de vivre avec une personne. Si je devais donner un petit exemple pour illustrer, par exemple, une jeune fille rencontre un jeune homme qui lui plaît, il est toujours bien propre sur lui, elle apprécie ça particulièrement chez lui, quel que soit où ils vont, il est toujours bien, et une fois qu'elle vit avec lui, elle se rend compte qu'il met 2 heures dans la salle de bain pour être aussi beau. Là ça coince. Donc là il y a on découvre certaines choses qu'on ne soupçonnait pas forcément avant. Et forcément, il y a des adaptations à faire. Ils ne sont pas forcément mauvaises, puisqu'on apprend à voir aussi nos limites quelque part par rapport à ça. Pour justement rejoindre ce que dit Nicolas, moi, ce que je voudrais ajouter en plus, c'est qu'il faut... En fait, quand on se marie, le jour où on dit oui, en fait, dans son cœur, il faut déjà penser qu'on ne se marie pas le jour où... On dit... En fait, on se marie
Mais quand on dit oui à l'autre, en fait, on l'a déjà aimé avant. C'est pour dire qu'en fait, c'est un peu comme le baptême. Quand on dit oui à Jésus, c'est pas le jour du baptême où on vous plonge dans l'eau que vous dites oui à Jésus tout de suite. Vous avez déjà accepté. C'est déjà dans cette perspective, en fait. Et je pense ce qui est très important aussi dans le cadre du mariage, déjà pour que ça se passe, parce que la première année, c'est vraiment une année d'adaptation, dans le sens où, par exemple, personnellement, j'ai 29 ans depuis mai, là. Ça faisait 28 ans que j'étais célibataire, donc 28 ans. Qu'on vit chez ses parents, pour certains. Il y en a d'autres qui peuvent vivre aussi seuls dans le cadre de leurs études de couple, mais pas avec quelqu'un d'autre. Oui, ça change. Voilà, ça change. Et puis, c'est pas une colocation non plus quelconque. C'est pas comme si on était une colocation avec quelqu'un. Et je me dis que la complicité, en fait, pour revenir un peu sur le point du baptême, pour revenir un peu sur l'exemple du baptême, il y a une complicité, en fait, qui doit être créée avant. C'est pour ça, d'où la sincérité qui est importante, comme disait Nicolas. Une sincérité avant de se marier. Des doutes, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment confier tout à son fiancé, ou voilà, je dirais son fiancé, ou quand j'ai dit son partenaire, son compagnon, parce qu'on fréquente. Qu'on fréquente, il faut être sincère en fait. Parce qu'en fait, cette complicité va permettre justement de bien vivre cette première année. Parce que il y a, bien sûr, on s'aime. Il y a aussi le côté amitié, le côté complice va faire que quand il y a des moments un peu difficiles, le côté complice prend le devant. Parce que le côté un peu attractif, un peu amoureux attractif est toujours un petit peu idyllique. Enfin, je dis pas idyllique, il est là, il est beau, mais quand il y a des contrariétés de la vie courante, ça peut un petit peu s'envoler. Ça s'envole pas, mais c'est moins là, on va dire. C'est en retrait, voilà. Donc c'est là il y a la notion du respect aussi de l'autre. Donc quand on a un ami, par exemple un ami ou quelqu'un de la famille, quelqu'un qu'on respecte, je veux dire quand on est complice avec quelqu'un, on le respecte. Parce que l'amour, on a un amour profond pour cette personne, de se dire qu'on la respecte. Il faut aussi se mettre aussi à la place de l'autre, parce qu'il y a aussi, alors ça c'est un mythe aussi qui est très présent chez les jeunes femmes, l'homme il est fort, l'homme comment dire, alors oui l'homme est fort, c'est vrai, hein, mais voilà. mais il y a la notion de l'homme n'est pas un humain, vous voyez, l'homme doit faire ça, l'homme doit faire ça, voilà, exactement, alors que l'homme c'est un être humain aussi, donc il faut comprendre que on peut être confronté aussi en tant qu'humain, voilà, il y a des fois des contrariétés, ça peut arriver, hein, donc je ne peux pas dire qu'il n'y a pas de contrariété, il y a des moments où par rapport au caractère aussi qui sont différents, des fois on peut se confronter à certaines situations. Mais il faut toujours rester dans un esprit de penser à l'autre, comment l'autre peut ressentir. Parce qu'on peut peut-être pas prendre une chose d'une manière, mais l'autre peut le prendre d'une manière plus autrement que nous. En fait, il ne faut pas être égoïste. Et c'est pour ça que justement, Dieu doit être au centre de cette relation. Parce que c'est Dieu, en fait, c'est pour ça qu'on dit la corde à trois fils. Parce que il y a l'épouse, il y a l'époux. Et dans des moments compliqués, il se peut qu'il y ait des petits clashs, je dirais, mais garder le respect. Voilà, des petites frictions. Et il faut garder en fait un certain respect qui fait que quand on sent qu'on n'est vraiment pas content, qu'on veut dire des choses, on ne peut pas tout dire. Tu vas pas déballer ton sac voilà. Tu sais que même tu ne le ferais pas déjà avec tes parents, tu ne le ferais pas avec ton frère, tu ne le ferais pas avec ton ami, donc tu ne le fais pas avec ton mari. Voilà. Le mari, parce qu'il y a malheureusement, j'observe aussi un peu j'observe certains couples, enfin des gens qui me parlent. Des fois, il y a des personnes qui, quand elles sont mariées, elles se connaissent, donc elles se croient tout permis. Et en fait, il y a une phrase qui m'a toujours marquée aussi, avant de me marier. J'avais lu un livre qui s'appelle Jeune homme rencontre jeune fille. On trouve ce livre, on trouve ce livre pour petite publicité à la Maison de la Bible ou au CLC. C'est un très beau livre. Et il y a un chapitre qui s'appelle Frères et sœurs en Christ avant d'être mariés et femmes. Et ça, c'est très important. Il faut se dire, déjà, il faut savoir que son mari ou sa femme, c'est avant tout son frère et sa sœur en Christ. Jésus est mort pour lui, Jésus est mort pour elle. On ne peut pas traiter mal un enfant du Seigneur. Autant le frère et la sœur à l'église, on dit bonjour mon frère, bonjour ma sœur, comment tu vas? Et puis on se montre respectueux. Mais il faut se montrer encore plus respectueux dans sa famille. Enfin, encore plus, non. Il faut se montrer respectueux tout court avec sa famille aussi personnellement. Et c'est vrai que la première année, c'est vraiment, je veux dire, enfin moi ce que je pourrais en dire, c'est une année vraiment de... Alors, on en parlera aussi après, tu sais, par rapport à la Bible, ce qu'elle dit de la première année. Oui. Voilà, oui. il en parlera, Néné, parce que...
Alors voilà, parce que nous avons été confrontés, nous, à beaucoup de choses. Parce que dans notre église, par exemple, beaucoup de gens nous disaient il faut travailler. Enfin, ils voulaient nous proposer des postes à l'église pour travailler. Bon, on avait des postes. Mais c'est vrai qu'on avait mis un petit peu en stand-by. Parce que la première année, pour nous, c'est l'adaptation. Oui, mais ça s'est pas fait n'importe comment. On avait quand même pris des dispositions. C'est-à-dire que les gens savaient déjà qu'on se mariait. Et nous, on avait quand même pris la disposition de prévenir quand même, de dire qu'on va un tout petit peu ralentir au niveau de notre activité parce qu'on est en adaptation, on vient de se marier. On avait quand même pris le temps de... Enfin, on n'a pas laissé nos responsabilités comme ça. Et puis, voilà, on a quand même pris le temps de prévenir pour que les personnes concernées, les responsables en tout cas, puissent prendre des dispositions, ce qui était normal quand même, un minimum. Bon, et puis sachant que même la Bible prévoit quand même Dieu prévoit même ceux qui portent en guerre et tout, ils sont dispensés. Oui, tout à fait, du service dans l'armée, etc. justement. Donc Dieu avait prévu ce temps, donc évidemment on n'aime pas trop quand on avance cet argument, mais si Dieu l'avait prévu, c'est qu'il y a une raison. Exactement. C'est qu'il y a une raison, donc cette année elle est vraiment charnière dans la construction en fait du foyer, parce que au début on s'aime, on est voilà amoureux, mais maintenant on construit quelque chose ensemble avec Dieu, donc ça nécessite d'établir de bonnes bases, et pour les bases il faut du temps, forcément. C'est ça. Oui. Justement, en parlant de base, parce que là, tu nous avais dit, par exemple, les filles qui pensent que c'est le prince charmant, etc., tout ça. Et on a sûrement été influencés justement par la télé ou par les choses qu'on voit à côté, tout ce qu'on écoute, tout ça. Et du coup, justement, ma question, c'est quelles ont été vos attentes? Parce que vous avez dû peut-être aussi être influencés par les choses de l'extérieur. Et quand vous êtes rentrés dans le couple, il y a eu des choses qui, finalement, c'est pas ce que vous attendiez ou, enfin... Alors, moi, personnellement, je vais parler pour moi. Unique, tu diras, pour toi. En fait, moi j'avais une crainte, Unique était au courant, j'avais une crainte par rapport au mariage. Moi, comme je connaissais des personnes qui avaient eu mariage malheureux, j'ai eu une crainte. Mais c'est pas de mon fiancé que j'avais peur, c'est le mariage. C'est pas mon fiancé, c'est le mariage. Moi, ce que j'avais peur, c'était pas des attentes. En fait, moi, j'avais pas des attentes positivement comme ci, comme ça, comme ça. Parce que pour moi, mon Nicolas, c'est Nicolas. Je connais Nicolas. Moi je vois continuer en fait, j'attendais pas quelque chose de spécial de Nicolas en plus, enfin si on allait évoluer ensemble, mais je voyais pas que comme si en fait, vous voyez, je sais pas comment m'expliquer, c'est comme si en fait il y a des personnes des fois qui vont se marier et se disent ça va être parfait, ça va être comme si, ça va être comme ça. Non, je voyais pas ça comme ça. Moi j'avais plus une crainte par rapport au fait que comme les personnes certaines personnes ont eu de mauvaises surprises de se marier et qu'après la personne change. Et j'avais parlé de ça à Nicolas, j'avais dit je sais que toi, enfin je te connais assez, mais il y avait quand même cette crainte. C'est pas Nicolas en question, mais c'était cette crainte que j'avais parce que cette personne-là avait vécu vraiment quelque chose de difficile. Et moi j'ai été rassurée quand je me suis mariée. Moi j'ai ressenti, en fait je vais vous dire ce qui m'a rassurée, c'était le jour de mariage, quand ma mère m'a emmenée à l'hôtel et j'ai vu Nicolas. J'ai vu Nicolas avec un sourire rayonnant. Il était content. Il était content. Et quand je l'ai vu, il a eu une attitude envers moi comme quoi, enfin, ce que j'ai ressenti de ce qui le dégageait, oui, c'est ça, c'était t'inquiète pas, ça va aller. Une assurance. Et puis j'ai vu quand j'ai pris sa main, quand ma mère a donné ma main à mon mari, il a pris ma main d'une façon, t'inquiète pas. Et il a été aussi, voilà. Mais ce qui m'a encore plus rassurée, c'est quelques jours après le mariage, et je retrouvais je n'ai pas retrouvé parce que c'était mon Nicolas. Et ça m'a beaucoup rassurée. J'ai eu une paix par rapport à la crainte que j'avais. Après, il fallait. En fait, j'ai fait un gros travail aussi avant parce que j'avais tendance avant à beaucoup regarder le futur. Je ferai ci, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça. Et j'apprends maintenant à vivre le jour avec Dieu, parce que Dieu, on ne sait pas. Voilà. Et c'est vrai qu'on est influencé par la télévision, en général. Moi, je dirais pas... c'est vrai que j'avais comme une vision d'une femme, un homme marié, comment ils sont, tout ça. Mais la crainte, en fait, que j'avais m'a plus... ça a été plus fort, en fait, que ça. Mais après, on s'est construit, en fait. J'avais pas forcément... Moi, j'ai pas eu de déception une fois mariée. J'ai pas été, genre, la désillusion, pas du tout. Je vivais avec mon Nicolas. Bon, au début, je vous avoue que ça fait bizarre... on se réveille le matin, à côté de soi, on a son mari. C'est là. Voilà. Et puis on regarde la bague dans les doigts. Ah, c'est vrai, oui. Au début, c'est ça, voilà.
Et puis après, il y a des fois des épreuves, on peut vivre des épreuves, des moments un peu plus compliqués quand on commence à se construire. Et ça renforce, je dirais. Ça renforce. Et ce que je veux dire aussi, et c'est un conseil que je peux donner à plein de jeunes femmes qui veulent se marier, c'est soyez vous-même. En fait, j'ai remarqué qu'on a tendance avec les films, vous n'avez pas remarqué qu'il y a une attitude de mariée. Quand une femme est mariée et tout, elle change. Il y a une attitude, je suis mariée, comme si elle votait sur un petit nuage. Je suis madame. La tête haute, de porfier, comme si on n'était pas dans la réalité. Et en fait, ça peut être dommageable, je pense. Parce que quand on joue au mari et à la femme, c'est comme si on jouait à la maîtresse ou au docteur. Il ne faut pas jouer au marié. On est soi. On est Audrey, on est Barbara, on est Janice. Voilà. On est on est soi-même. En fait, on est soi-même. Et le fait d'être soi-même et d'être... alors oui, aussi, parce que je parle de ça aussi. Alors oui, par contre, moi ça a été une révélation aussi, mon mari, dans le sens où, étant donné que j'ai fait des longues études, voilà, il rigole quand je parle. Étant donné que j'ai fait des longues études, j'étais pas une personne qui faisait la cuisine. Vous voyez, moi c'était ma mère, elle faisait la cuisine, voilà, moi je rentrais, j'avais mes cahiers, mes codes civils, codes tout ça, je travaillais, et puis on mange quoi maman, on mange quoi? Quand je s'est mariée, alors c'était, voilà, je ne savais toujours pas cuisiner. Une autre réalité, oui, voilà. tout à fait. La réalité est là. Voilà, il se pouvait manger, il se débrouiller pour faire quelque chose. Moi, voilà, je ne pensais pas forcément manger, en fait. Des fois, c'était l'été, j'avais maigri, d'ailleurs, j'avais bien maigri au départ. Et un jour, je me suis dit, j'ai eu une réalité qui est venue dans ma tête, je me suis dit, Seigneur, mais quelle femme indigne je fais. C'est la joie du foyer de faire à manger. Quand même, imaginez quand il y a des enfants, moi je pense pas encore aux enfants, mais je me dis quand il y a une famille, oh, il y a un soufflé au fromage, enfin, pour ceux qui mangent les soufflés au fromage, mais il y a c'est un exemple parce que j'aimais beaucoup ça quand j'étais enfant. Voilà. Mais bon, on aime manger, on aime, c'est la joie, quoi. Il y a quelque chose dans la cocotte, le mari, qu'est-ce qu'on mange? Vous voyez la petite phrase, qu'est-ce qu'on mange et tout. C'est la vision idéale de la famille. Voilà. Mais je me suis dit quand même, il faut que j'apprenne à cuisiner. C'est pas possible. On ne peut pas continuer comme ça. Alors je me suis mise à regarder YouTube à fond. Surtout les plats indiens, parce que moi, quand on mange végétarien, je me suis dit, il faut manger végétarien, mais c'est un homme, il faut manger bien aussi, bon, parce qu'un homme ne mange pas de la salade tous les jours, il ne mange pas de la laitue tous les jours, il ne mange pas du tofu sans petite sauce et petit oignon dedans. Alors, voilà, mais je me suis dit, il faut égayer le foyer. Alors je me suis mise à apprendre à cuisiner. Et au début, bon, c'était pas trop ça, hein, mais oh chérie, c'est très bon. Hein. Il m'a toujours encouragé. Et grâce à Dieu, ça a déclenché chez moi le côté, par contre, vraiment, parce que quand même, quand on est une femme mariée, on peut plus penser comme on était célibataire, égoïste, un peu, on rentre, voilà. Donc il y a d'autres choses. Mais c'est un soude, voilà. Donc maintenant, je me mets à cuisiner. Maintenant, je cuisine beaucoup mieux. Je suis fière des plats que je fais aujourd'hui. Hein. Petite publicité supplémentaire. Hein. Mon mari peut l'attester, n'est-ce pas, chérie? Oui. Voilà. Donc, voilà. C'était... Voilà, une petite anecdote. C'est ça. Les changements qu'il y a. C'est ça. Ouais, c'est ça. Mais justement, je pense que ce que tu es en train de dire là, c'est aussi la prise de conscience de sa position, en fait, dans le foyer. Quand on se marie, souvent, quand on est célibataire, il y a des choses, même si on essaie d'imaginer le mariage, de se dire bon, il va y avoir ça, et on essaye d'envisager certaines choses, mais on ne peut pas penser à tout puisqu'on n'est pas dans la situation. Et notamment par rapport à la place qu'on a dans le foyer. Ça, c'est aussi un truc que j'aimerais partager justement, qui est important aussi, c'est l'équilibre dans le foyer. Souvent, on a une image qu'on nous donne entre ce qu'il y a dans la culture, vous savez, même dans l'église, souvent on nous dit que bon, le mari il doit faire ci, la femme doit faire ça, et c'est comme ça. On n'entend pas toujours ça, mais on a tendance quand même à avoir certains schémas. Et en fin de compte, en réalité, ce qui se passe, c'est que l'équilibre, on construit soi-même, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... on peut se servir d'un modèle qu'on pense bien, bon, mais en réalité, c'est vous-même qui allez découvrir avec votre conjoint comment ça va fonctionner. Par exemple, si on a un qui aime faire la vaisselle, même si le cliché c'est que c'est la femme qui fait la vaisselle, si le mari aime bien faire la vaisselle, il va faire la vaisselle et ça va très bien marcher. Tout ça pour dire que voilà, c'est vraiment à vous de trouver votre équilibre en fait. Il ne faut pas essayer de se calquer sur une image. Justement, le temps des fréquentations, tout ça, normalement, si chacun était quand même assez honnête,
Normalement, vous savez à peu près qu'est-ce que l'autre aime faire, qu'est-ce que l'autre aime pas faire. C'est des choses à discuter, en fait. Avant même de, enfin, quand on envisage vraiment le mariage, c'est des choses à discuter, de se dire, être franc, parler à cœur ouvert, de se dire, ben voilà, qu'on vive seul ou avec ses parents, voilà, il y a des choses que j'aime faire, d'autres que j'aime pas faire. Comment tu vois ça, voilà, exactement. Oui, parce qu'il y a ça aussi, il y a l'héritage, l'éducation, tout ça qui va jouer aussi. Et tout ça, c'est très bon de le partager avant. Parce qu'après, ça évite beaucoup de conflits, même si ça n'évite pas tout. Mais franchement, ça permet d'en éviter beaucoup déjà. Parce qu'on commence déjà à réfléchir quelle dynamique on veut, même spirituellement par exemple aussi, ce qui est hyper important aussi d'ailleurs, de l'équilibre au niveau spirituel. Par exemple, s'il y en a un qui se lève à 3h du matin pour faire sa prière, et qui aimerait bien que son épouse l'accompagne, ou l'inverse d'ailleurs, et puis que l'autre a un autre équilibre, c'est pareil, c'est des choses à évaluer ensemble pour essayer de trouver un équilibre où tout le monde se retrouve en fin de compte. Sachant quand même que c'est pas rien, c'est comme le pilier, le ciment du foyer, donc voilà, et toutes ces questions-là auxquelles en fait on va être confronté dans le quotidien, c'est très bien, on peut pas tout penser comme je disais, mais c'est bien de prendre le temps avant de discuter, mettre les choses à plat. C'est ça. Après, même s'il y a des choses qu'on, voilà, comme je disais, qu'on ne découvrira qu'après dans la pratique, on est de la cuisine, découvrir la cuisine après, du coup. Ah non, tu avais commencé un peu avant. Oui, mais c'est des eaux plats et puis du riz. Oh, t'exagères. En fait, pour vous donner un exemple concret, justement, quand on a sérieusement envisagé de se marier, déjà, Janice a commencé à s'intéresser à la cuisine. Elle s'est rendue compte que c'est vrai, mince, je vais me marier, je fais zéro cuisine. Et elle a commencé à se pencher sur la question de la cuisine. Donc, mais je me suis mise après. Oui. Je me suis vraiment mise après. Oui, bon, il y avait une démarche quand même déjà. Oui, c'est déjà ça. Ouais. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est bien de discuter ces choses-là, pour éviter qu'une fois arrivé dans la vie vraiment commune, et ben on se rend compte que quoi, ah mais tu fais pas ça, moi je croyais que, oups, voilà. Et puis il y a aussi la question de la transparence aussi dans le couple. Par exemple, parce qu'il peut arriver, bon après je sais pas, j'ai déjà eu l'occasion d'entendre ça, mais je sais pas forcément des couples chrétiens particulièrement, mais des fois il y a un peu une question d'individualité dans le couple. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est pas bon. Dans le sens où on est quand même une personne, chacun. Mais communiquer, beaucoup communiquer, partager sa journée, qu'est-ce qui s'est passé. En fait, vraiment, le couple, il doit être au courant de ce qui se passe. Que l'un, quand il y en a un qui a vécu quelque chose d'un petit peu difficile, qu'il le raconte, en fait. Bon, des fois, il ne peut pas le raconter tout de suite, mais qu'il le raconte. Le but, c'est vraiment d'être transparent dans le sens où si un tiers peut parler de quelque chose, par exemple, du mari ou de la femme en disant oui, en fait les deux sont au courant en fait. C'est pour dire que c'est important ça, qu'il y ait cette transparence, parce que s'il y a un côté individualiste, ça fait qu'après il peut y avoir des cachotteries ou des choses comme ça, et ça c'est pas bon. Il faut vraiment être, voilà, même si on a des moments, il y a le reste, toujours dans le respect en fait. Il peut y avoir des moments pour soi, des moments où peut-être il y a l'un d'entre nous qui veut rester peut-être à lire quelque chose, à être un petit peu seul, des choses comme ça, mais je dis ça parce qu'il y a des fois des couples qui ont des fois qui aiment bien, qui ne partagent pas tout, en fait. Quand je dis partager tout, c'est ce qui nous arrive, tout ça, c'est vraiment important de communiquer, en fait. C'est ce que je voulais te dire, parce qu'il y a des personnes qui ne communiquent pas beaucoup. Ils font un peu leur vie. Tu te sens mal à l'aise, ou tu apprends quelque chose de la bouche de quelqu'un d'autre, par exemple, et tu n'étais pas au courant, voilà. Alors que tu vis avec la personne, c'est sûr que c'est pas... C'est ça. C'est pas très agréable. C'est ça. Moi, j'avais une question à vous poser. Tout à l'heure, tu as parlé de... Tu as dit oui, ça faisait 28 ans que tu étais célibataire, tout ça et tout. Tu sais, quand on est seul, on vit seul ou on vit chez ses parents, on a, par exemple, il y en a qui sont peut-être désordonnés, ou il y en a l'autre qui est maniaque. Donc, ah oui, ça aussi c'est déjà justement. Quand vous rentrez en couple, vous êtes vraiment sur le même toit. Donc du coup, là maintenant, tu peux pas. C'est là vraiment tu vois comment l'autre est. Quand tu se réveilles le matin, tu vois ses chaussettes par terre, ou tu vois les trucs, tu te dis, ah non, t'étais comme ça, toi, tu vois. C'est vrai que ça, on peut être confronté à des choses comme ça, c'est vrai. Mais après, il faut que... alors, après, dans ces cas-là, c'est vrai qu'il faut discuter encore. Parce que c'est vrai que des gens maniaques, ils supportent pas du tout le désordre. Mais est-ce que tu sens pas, tu vois, c'est comme si tu te sens envahi.
tu te sens, l'autre il prend ta place ou tu vois, t'as plus ton confort que t'avais avant et Oui, plutôt le confort. ouais, Parce t'as plus ton qu'on a l'habitude de faire des c'est choses. ça. Ouais. Mais dans ces cas-là, la personne qui est par exemple, entre guillemets, désordonnée, Ouais. doit se rendre compte de ça. Parce que si la personne déjà qui est ordonnée sans ça, sans enfin, le fait de ne pas être confortable chez lui, parce que les deux Ouais. on est chez nous, Mm. mais il faut en parler parce que c'est un mal-être en fait. Et il faut que la personne qui soit désordonnée fasse des efforts. Mm. Il faut qu'elle fasse des efforts, il faut quitte à trouver des aménagements, des rangements, plus de placards, plus de tiroirs, plus de... Voilà. Vécu, expérience vécue. voilà. Donc il faut s'organiser en fait, parce que là, si c'est pas possible, parce que c'est vrai que la maison, c'est bien d'avoir une maison rangée, une maison propre, des chaussettes dans le salon, on en remercie, quoi, c'est pas possible, non? Non. Et voilà. En fait, je pense que c'est ça. Oui, vas-y, je t'en prie. Je pense que c'est ça, en fait, dont il était question quand je parlais d'équilibre, en fait, de construire son équilibre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier les individualités. L'autre n'est pas moi. En même temps, on vit ensemble. Donc, il faut bien qu'on trouve un équilibre ensemble. Donc, tu parlais justement du fait de ranger ou d'être désordonné. Des fois, il y a deux maniaques ensemble, mais pas de la même manière, pas sur les mêmes sujets. Bon. Aussi, il peut y avoir un qui est complètement désordonné, et il vit très bien comme ça, et l'autre, par contre, il peut pas, il faut que tout soit arrangé, il faut qu'il trouve les trucs à sa place. On n'est pas dans ce cas de figure quand même, hein. Mais à ce niveau-là, on est un peu différent. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on ne peut pas forcément voir. Des fois, on le voit un peu avant, et puis même quand on se discute à cœur ouvert, c'est des trucs qu'on ne pense pas forcément. Hein. On est bien dans notre rythme de vie. En quoi c'est un problème, et puis on se rend compte qu'une fois on est ensemble, ah si, ça pose problème. C'est ça. Donc en fait, c'est des choses, en fait, une chose qui est très importante en fait dans le couple, c'est de vraiment pas avoir peur de dire les choses. Toujours dans le respect, comme disait Nini justement, c'est-à-dire, voilà, on va pas non plus tomber sur l'autre comme la misère, hein, sur les pauvres, mais en même temps pas avoir peur de dire les choses. C'est-à-dire, excuse-moi, tu sais, ça me dérange quand je vois, par exemple, je sais pas, les chaussettes, par exemple, je vois les chaussettes qui traînent, tu sais, moi je suis habitué à voir tous les trucs rangés, tout ça. Est-ce que y a pas moyen de faire quelque chose pour ça? Et puis on cherche une solution, parce que si l'autre dit oui, mais je vois pas en quoi ça gêne, quelque part, c'est à chacun de pas rester sur ses positions aussi, quelque part. Par exemple, moi dans mon cas, pareil, des trucs aussi que tu m'as dit, j'aime pas trop. Moi, si par exemple c'était les chaussettes, c'est pas le cas, mais si par exemple c'était les chaussettes, moi j'aurais dit, écoute, puisque tu le fais par habitude, par exemple tu rentres, c'est ta façon de te libérer, hein, tu as une dure journée de travail, tu poses les chaussettes dans le coin comme ça, écoute, dans le coin je vais mettre un panier. Comme ça change pas tes habitudes. C'est pas mal ça. C'est pas mal. Mettre le panier. Ouais, donner des solutions. Ouais, voilà. Et essayer de trouver des solutions comme ça ensemble. Et finalement, petit à petit, c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre. Et tout le monde est bien en fait, il n'y a personne qui est frustré. C'est surtout ça qui est hyper important. C'est essayer de trouver... C'est pour ça que c'est pas le compromis. Souvent on parle du compromis dans le couple, mais c'est faux. En fait, la vraie solution, c'est pas le compromis. C'est trouver une solution où tout le monde est gagnant. En fait. Par exemple, par rapport à ça, moi j'ai une coiffeuse, moi j'étais une product junkie pour les cheveux. Alors quand on regarde ma coiffeuse, excusez-moi, il n'y a plus de place pour regarder. Enfin, quand on met les mains pour prendre un truc. Alors mon mari m'a dit Nini, c'est pas possible. Donc justement, il prévoit de me prendre un meuble pour ranger les produits dedans. Voilà. Tu sais, des choses comme ça. Tu vois, des choses comme ça. Parce que moi, c'est vrai que bon, c'est moi, mais comme on a déjà du stock, j'ai du stock. Donc il faut gérer comme ça. Mais en fait, voilà, c'est aussi une chose qu'on peut en parler de ma coiffeuse, par exemple, même si c'est ma coiffeuse et que je sais que j'ai beaucoup de produits dessus parce que mes cheveux, c'est très important. Voilà. C'est très, très important. Et il le comprend bien. Moi, par exemple, il sait pourquoi j'ai autant de produits. Des fois, il me dit, est-ce que tu as vraiment besoin de tout ça? Est-ce que tu as... Attends, c'est quoi là? C'est quoi ça? Moi, je dis, mais oui, ça c'est pour le shampoing, ça c'est pour l'après-shampoing, ça c'est pour... Du coup, je connais ces produits maintenant. Il connaît. Ah oui, il connaît les coiffures protectrices, il connaît tout. Il connaît. Mais voilà, maintenant, il prévoit, bon, il me dit, Nini, je vais te prendre une étagère et puis je vais te prendre... Et puis il me montre le meuble. Hein. Tu veux ça? Comme ça, on va ranger ça comme ça. Il m'a même pris un coffre
Il m'a pris un coffre en dessous qu'il est déjà rempli. Donc voilà, vous voyez, c'est un exemple. Mais je trouve ça bien parce que c'est Bah oui. une façon effectivement où tout le monde est gagnant. Bah oui. Et puis comme tu dis ça, j'entends aussi des fois que dans des couples, il y en a qui doivent pas forcément, je vais pas dire s'écraser, enfin je sais pas comment dire autrement, pas forcément ça, mais par exemple on a un fort caractère ou quelque chose comme ça, et du coup des fois il faut prendre sur soi pour pas, C'est il ça. faut se dire même si bon effectivement là avoir tort ou avoir raison c'est pas forcément C'est ça. le but. Non. Je sais Non, pas non, si non. ça, ouais. Il n'y a pas d'orgueil en fait. Il ne doit pas avoir de place pour l'orgueil dans un couple marié. Parce que l'orgueil, ça détruit tout. L'orgueil, oui, mais moi, le moi. Quand on est ensemble, on ne peut pas être le moi, parce que les deux, en fait, ont le droit d'être là. Les deux ressentent des choses. Les deux, non, si on veut vivre vraiment heureux, parce que l'orgueil, en fait, ne fera que séparer le couple, en fait. Hein. Parce que l'orgueil, s'il y en a... Alors, des fois, ce qui peut arriver, c'est qu'il y a quand même des élans d'orgueil, ça peut arriver parce qu'on est humain. Quand l'autre dit quelque chose, par exemple, si l'autre dit, écoute, moi je trouve que franchement, c'est pas juste ce que tu fais, enfin, je trouve que c'est pas juste comment tu penses là, comme ça, il faut aussi que les deux aient la conscience de se remettre en question aussi, en fait. Des fois, on peut être très énervé pour quelque chose, parce que des fois, il y a des choses qui ne passent pas, tu sais, des fois, on a des sensibilités sur certaines choses. Ça. Et dans ces cas-là, soit il faut mieux s'arrêter de parler et d'en parler après, de reprendre après, quand ça sera plus calme, parce que des fois, c'est pas possible, des fois, on n'est pas content et tout. Bon, après, ça fait un moment où il y a le silence dans la maison, voilà, ça peut arriver. Moi, silence. Dans ces cas-là, il faut aussi savoir s'occuper, voilà, du silence. Jouer au roi du silence, il a gagné. Voilà. Mais après, il faut avoir aussi l'humilité de revenir, de chercher. Et puis, on voit aussi que l'autre essaie de revenir. Donc, le but, c'est... Voilà, l'autre n'est pas votre ennemi, l'autre n'est pas notre ennemi, en fait. C'est vrai que sur le coup, quand on est énervé, l'autre est l'ennemi, par contre. Oui, ah là là, pas envie de le voir. Ah, tu te rends compte qu'il m'a énervé, là? Un homme, il m'a énervé, là. Voilà. Même ça, justement, parce que ça, avant, quand vous n'étiez pas en couple, tu pouvez partir, sortir de la salle, voilà, tu es là dans la même maison, tu peux aller nulle part. Voilà, c'est ça. Et par contre, une chose aussi, mesdames, mesdemoiselles qui pensez vous marier, quand vous êtes fâché avec votre mari, il faut quand même faire la cuisine. C'est pas parce que vous êtes fâché que vous allez priver votre mari de manger. Il mérite pas. Ah oui. Et non, on a les devoirs en tant que femme. Parce qu'en fait, c'est la Bible qui nous dit ça. D'ailleurs, dans la bague d'alliance, oui, je dois il y a le texte de Proverbe, c'est 10, c'est ça 18, verset 22. Voilà, Proverbe 18, verset 22 qui dit « Celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur, il a l'approbation du Seigneur. Alors là... Il ne faut pas faire mentir les promesses. Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est pour dire qu'en fait, on a chacun un rôle. Dieu est là. On n'est pas qu'un couple à deux et puis il n'y a pas Dieu. Dieu est là, donc on a des devoirs envers son mari, dans le sens il faut le respecter. Il faut veiller. En fait, il faut qu'on veille l'un sur l'autre sur la santé de l'autre. Par exemple, moi, mon cheval de bataille, en gros, comme on dirait un politicien, ma politique, on va dire, c'est que Monsieur Cantarero soit bien, heureux et en santé. Alors, la santé, l'alimentation, qui dit petite tisane le soir, qui dit petite astuce santé, tout ça, bref, bien, voilà. Ça, je suis très, très à cheval dessus. Donc, voilà. Donc, par exemple, ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur pour mon mari. Moi, je sais que, voilà, mon mari, par exemple, voilà, ici, il a, par exemple, le fait que tu sois asthmatique, par exemple, le fait qu'il soit asthmatique, je sais qu'au niveau respiration, il faut faire attention. Au niveau, voilà, j'essaie de trouver qu'est-ce qui pourrait justement le faire être plus en santé. Moi, c'est mon but, en fait, qu'il mange bien, qu'il soit heureux chez lui. Le but, c'est qu'il soit chez lui, qu'il soit heureux. Quand il sort du travail, il est content de retrouver chez lui. Il est plus épanché. Voilà, c'est ça. Et voilà, pour moi, c'est aussi les langages de l'amour. J'allais parler de ça, tiens. Tiens, tu vois, j'ai écrit ça. Les langages J'ai demandé alors les langages de l'amour. Voilà, comment ça se passe, il faut les détecter justement. C'est ça, il faut connaître le langage de chacun. Il faut connaître, c'est ça, il faut important, connaître et respecter ça. Parce que, par exemple, nous les femmes, ça aussi, c'est une sagesse qu'on acquiert aussi au fur et à mesure du temps. Par exemple, nous les femmes, pas nous les femmes, mais une femme peut par exemple estimer que ton mari t'aime quand il t'offre des cadeaux. Voilà, il t'offre des cadeaux. S'il t'offre pas de cadeaux, imagine, c'est catastrophique. Mais tu m'offres pas de cadeaux, mais tu ne m'aimes pas, c'est pas possible. Et puis aussi ne jamais se comparer aux autres couples. Parce que ça arrive souvent. Il y a des gens mariés qui sont à peu près peu comme vous, ou, voilà, à peu près. En tranche d'âge. Voilà, tranche d'âge, et se comparer. Ah, mais un tel, il fait ça. Ah, mais un tel, je suis sûre qu'il fait ça. Ou je suis sûre, parce que je sais même pas ce qui se passe chez eux. C'est ça, on voit que l'apparence. Voilà. Et ça, c'est pas bon. Chaque couple est différent, et puis il faut valoriser, cultiver son propre couple. De pas chercher à être comme un autre couple, parce qu'on ne sera jamais comme un autre couple. Et comme on dit les langages de l'amour,
Il faut comprendre, en fait, au lieu de chercher ce qui nous ferait plaisir, Ouais, il faut détecter le langage de l'amour de c'est l'autre important, ouais. pour pouvoir, par exemple, voilà. Par exemple, si le langage de l'amour, c'est le service Mhm. pour le mari. Le mari, il t'apporte, par exemple, il va t'apporter ta tasse de nectador ou ta tasse d'infusion Mhm. avant de te coucher. Ou il va prendre tes choses, il va ranger soigneusement je sais pas, il va ranger, comment dire, tes souliers, tes chaussons, voilà, ou il te les apporte. Il va t'apporter des chaussons. Quand tu as besoin de te lever, il t'apporte tes chaussons. Ou il va t'apporter ton peignoir. Ou il va t'apporter ton verre d'eau. Le langage de l'amour qu'il a, alors ça veut dire que c'est le service rendu. Ouais. Et en fait, si nous, on souhaitait le cadeau, par exemple, si une femme souhaite le cadeau et qu'elle voit qu'elle constate que le service rendu, c'est le langage de l'amour de son mari, Mm. eh ben, il faut vraiment en prendre conscience et vraiment le valoriser parce que c'est comme ça que ton mari, que votre mari, dit qu'il t'aime. Ouais. Donc si tu vois qu'il t'apporte régulièrement ton verre d'eau le matin, tu vois, après ça devient une routine hein, parce que pour lui c'est important. Ouais, c'est comme C'est ça. comme ça qu'il montre qu'il t'aime, c'est le verre d'eau. Ça peut être les cadeaux aussi, hein. Mm. Les paroles valorisantes, ça peut être aussi les moments de qualité. Qualité. Voilà, c'est Toucher ça. physique. Voilà, toucher physique. Et il faut que les deux, en Mm. fait, se rendent compte de quel est le langage de l'amour pour Mm. vraiment C'est prendre la important, valeur. ouais, Oui, c'est important de savoir. voilà. Parce que quand tu sais pas donc c'est le service rendu et que tu vois que chaque matin ton mari t'apporte ton verre d'eau, chaque Ouais, matin tu ton connais. petit déjeuner, tout ça, oh là là, mais tu sais qu'il t'aime. Ouais. Tu es sûr de l'amour qu'il te Ouais. porte. Tu vois, tu dis, oh mon chéri, ma mère, c'est bon. Tu vois, c'est Ouais. important. Mais en même temps, ça n'empêche pas que, puisque chacun c'est ça aussi l'amour agapé, l'intérêt Ouais. c'est vraiment se tourner vers le besoin de l'autre. Donc à ce moment-là, en apprenant le langage d'amour de l'autre, on apprend aussi à s'adapter. C'est-à-dire que même si on a notre langage, on va continuer avec De temps en nous-mêmes. temps, Hein, on va pas C'est important, on va ouais. pas nier qui on est non plus. Mm. Mais tenir compte en fait de ce qui va vraiment toucher l'autre, puisque Mm. le but quand même c'est que l'autre soit bien. Ouais. Mm. Et puis aussi porter intérêt à ce que l'autre aime. Par exemple, si, alors moi je sais pas ce que je suis la femme, par exemple, si le mari, il aime le tennis, il aime trop le tennis. Pour lui, c'est trop bien ce sport, c'est un sport noble, c'est un sport où on bouge les bras, la balle jaune qui vole, il aime ça, il trouve ça magnifique. Et ben même si Non, j'aime pas le on tennis. n'aime pas je donne cet exemple, c'est vrai, c'est pas que Nicolas n'aime pas, enfin c'est pas qu'il n'aime pas, mais c'est pas son sport préféré. Moi, j'aime bien. Voilà. Moi, j'ai joué au tennis aussi pendant longtemps. Mais c'est pas non plus ce que je préfère, mais je connais ce sport. Mais par exemple, si le mari aime le tennis, il aime trop le tennis, ben, il faut aussi porter attention à ce qu'il aime. Mm. Il regarde des matchs de tennis, par exemple, enfin, s'il regarde des matchs de tennis, au lieu d'avoir un hobby, une passion, et puis tu le laisses dans sa passion, tu t'intéresses pas. Même si ça t'intéresse pas en tant que femme, De temps en lui. temps. par amour pour lui, quand même. À côté de lui, par exemple, bon, c'est l'exemple de mon frère, par exemple. Mon frère, il joue aux jeux, par exemple, il aimait beaucoup les jeux vidéo, tout ça, comme ça. Sa compagne, au départ, n'aimait pas les jeux vidéo particulièrement, pas du tout. Et par amour pour lui, ben, maintenant, elle joue. Hein. Non, mais maintenant, elle joue, même elle aime ça. Mais c'est pour dire qu'en fait, par amour pour lui, elle a commencé à s'intéresser. Après, c'est pas pour ça qu'on va devenir forcément des joueurs de tennis tous les deux. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est important. Par exemple, moi, c'est les produits, enfin, c'est les cheveux. Enfin, voilà. Et mon mari porte beaucoup attention à ce que je fais. Quand je fais des produits, quand je fais des découvertes, et puis j'aime bien lui en parler. C'est un homme, hein. Les gens vont dire, mais qu'est-ce que tu racontes de trucs de cheveux? Mais franchement, mais c'est lunaire, quoi. Mais il en a rien à faire. Enfin, non. Pas ça par amour. Pour moi, je sais qu'il est très attentionné. Et des fois, quand il me dit, ah, c'est une coiffure protectrice, je fais, oh, tu connais les coiffeurs? Voilà, c'est ça. Et c'est important parce que c'est ça qui montre aussi que l'autre t'aime. Donc, qu'on s'aime, en fait. C'est porter attention. Comme une maman. Ouais. Une maman, le petit enfant, il a envie de faire du foot. On le voit avec une petite balle, il aime ça. La maman va faire, oh chérie, tu veux faire du foot? Et voilà, pourquoi tu fais le foot? Et ben, elle porte intérêt à, voilà, un petit ballon. Voilà. Tu parlais d'amour agapé tout à l'heure, Nicolas. Vous le mettez en pratique dans votre relation ou c'est un cheminement? C'est peut-être pas facile tous les jours. Ouais, ça doit pas être évident quand même. Non, effectivement, en fait, c'est jamais facile. Disons que, encore une fois, le choix, l'amour, c'est pas comme ce qu'on montre beaucoup à l'extérieur, hein, c'est-à-dire qu'il y a les sentiments qui montent, il y a la flamme, là on n'en peut plus, il faut faire quelque chose. Hein, non, c'est pas ça. Il y a une part de ça, puisque Dieu nous a fait aussi avec des émotions, et c'est pas une mauvaise chose en soi. Mais l'amour, c'est avant tout un choix. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que ce choix, notamment dans l'engagement du mariage, quand on fait nos vœux, c'est exactement ça. C'est on formule à haute voix ce choix qu'on a de s'engager pour la vie. Notamment. Et je pense que
j'aime bien prendre exemple dans la Bible pour ça. On aime bien ce texte souvent où on s'arrête au tout premier verset, la femme soyez soumise à vos maris. On aime beaucoup ces textes, mais en fait, si on continue, on comprend vraiment quel a été le plan de Dieu en fait pour le couple, et on se rend compte que en fait, l'amour en fait, c'est une vie c'est le sacrifice, mais dans le bon sens du terme, pas le sacrifice où on s'oublie et on meurt quelque part, mais le sacrifice dans le sens où on est tellement porté sur l'autre, en fin de compte, que on pense s'oublier au premier abord, parce que c'est pas forcément naturel au premier abord, c'est vraiment Dieu qui nous donne la force, mais peu à peu ça devient naturel, et on se rend compte qu'en fait, c'est comme le proverbe de l'arroseur arrosé, en fait, c'est-à-dire en donnant, on se rend compte que on reçoit. Mais c'est pas pour ça qu'on le fait, en fait. On est tellement concentré sur l'autre doit être bien, et d'ailleurs, en fait, c'est ça le plan de Dieu. Par exemple, quand il a établi l'homme sur la terre, il avait déjà tout préparé pour que l'homme soit bien, et pour qu'il soit tellement bien que naturellement la reconnaissance envers Dieu naisse en fait. Et je pense que dans le foyer c'est un petit peu pareil. Si on a vraiment conscience des rôles que Dieu nous a attribués, notamment l'homme, on parle de l'homme protecteur, etc. Oui, mais dans quel sens l'homme protecteur ? L'homme, c'est celui qui va permettre à la femme de s'épanouir, de lui donner un cadre pour s'épanouir. Et si la femme a effectivement ce cadre pour s'épanouir, en retour, évidemment, l'homme va pouvoir aussi profiter de voilà. C'est ça, Voilà. c'est ça. Donc la pensée, ça ne doit pas être le profit, évidemment, quand on est dans cette démarche, mais seulement vraiment la perspective du bonheur de l'autre. Et forcément, après, Dieu a tellement bien fait les choses que finalement, on arrive vraiment à cette plénitude où on fait vraiment un dans la complicité, un dans... Ah oui, ça me fait penser que oui, il faut avoir un projet aussi de vie dans le mariage. Le mariage n'est pas un point dans la vie où une fois qu'on est marié, ça y est, on a atteint... Comme si la vie c'était... comment dire ça ? Des étapes. Une succession d'étapes. Il y a une étape là, une étape là, une étape j'étais enfant, je suis devenu ado, je deviens homme, j'ai mon travail, je me marie. C'est pas ça la vie en fait. La vie c'est comment dire, c'est un objectif. On a un objectif, d'abord sur le plan individuel, puisque notre objectif individuel, c'est de connaître cette communion avec Dieu. Ensuite, quand on rencontre quelqu'un avec qui on a envie de partager sa vie, entre guillemets, après ce projet-là devient commun. Ensemble, on va vers ce projet. Et on va s'aider mutuellement. Là où, d'ailleurs, c'est aussi dans les proverbes, où il est dit que deux valent mieux qu'un. Quand, je ne sais plus si deux hommes s'accordent pour marcher ensemble, j'ai plus les versets exacts en tête. Mais voilà, et c'est exactement comme ça, en fait, que doit être vue la vie. C'est-à-dire qu'il faut... C'est pas juste on se laisse vivre, et puis il y a des étapes importantes qu'il faut passer, et puis après, le reste, on voit comment ça se passe. C'est vraiment un cheminement. On marche ensemble vers un objectif, en fait. Mais pour appuyer sur ce que dit Nicolas, c'est que aussi, la première année, on parle de première année d'adaptation. Donc c'est vraiment, en fait, le couple est un petit peu en huis clos. Parce qu'il a besoin de s'épanouir, de se développer. Mais le but, comme voulait aussi dire Nicolas, le but, ce n'est pas d'être que entre nous. Le but, c'est d'être une bénédiction aussi. Être plus fort pour une bénédiction pour les autres. Parce qu'un couple, moi, personnellement, je me dis qu'un couple ne peut pas rester à dire c'est ma vie, c'est se couper de tous ses amis, de tout le monde, même des gens célibataires, par exemple. Moi, je sais que j'ai des amis célibataires qui sont très souffrants du fait d'être célibataires et qui se posent des questions sur leur propre situation à leur âge, que l'âge tourne et tout. Et moi, ça me fait plaisir de les soutenir. En fait, j'aime bien, j'ai vraiment eu à cœur de garder ces relations avec ces filles-là pour leur montrer à quel point c'est important de bien choisir et de ne pas par dépit prendre quelqu'un. Et en plus, à la fin, ce qu'on a dit lorsqu'on s'est mariés, Nicolas et moi, c'est un ministère, le mariage. Parce que déjà, ouais, c'est un ministère, c'est bien. Parce qu'on travaille le caractère à l'intérieur, il y a plein de choses. Franchement, je vous assure que c'est vraiment
on travaille les caractères dans le mariage, parce que quand il y en a un qui fait quelque chose qu'on n'aime pas trop, qu'on exprime et qu'il faut être patient, qu'il faut tout ça, voilà, il faut aimer, on aime l'autre en plus, donc il faut pas le blesser, parce que tu sais, ça fait mal de blesser quelqu'un, quand on voit qu'il est triste et tout, ça fait de la peine c'est et un tout. bon terrain pour éprouver le fruit de l'esprit. Voilà, exactement. Voilà, exactement. Et ben après, quand on est justement pour la première année, moi je me dis que la première année, c'est la petite vitesse de croisière. Je sens que par exemple, après cette première année-là, Ninik et moi, nous sommes dans nous avons créé en fait une sorte d'environnement à deux. Maintenant, nous ne sommes plus dans une étape où nous étions célibataires et qu'on doit s'adapter. L'adaptation n'est pas finie, hein, mais l'adaptation est pratiquement, je dirais, elle est un peu je dirais qu'elle est plutôt scellée en fait, dans le sens où maintenant on arrive, alors qu'on n'arrive pas à le faire au départ, c'est pour ça qu'il faut un petit moment. Maintenant, on arrive à avoir de se dire, ah chérie, et si on faisait un petit moment où si on a envie de détente, de joie, et ben on arrive à savoir ce qui va nous plaire à deux. En fait, maintenant, nous sommes dans une étape où, voilà, tu veux faire un truc, une détente, un truc que vous aimez bien, vous avez voilà, commun, vous avez une petite habitude. Donc, en fait, on ne parlait plus à moi j'aime ça, c'est à deux maintenant. Donc, ça veut dire que tu sais que par exemple, si tu veux faire quelque chose qui va plaire aux deux, tu sauras tout de suite. Tu vas préparer quelque chose et ça va plaire aux deux parce que tu le connais, tu vois, tu sais que ça va. Ça, je connais. Voilà. Pas forcément besoin de vous parler pour. Voilà. Maintenant, on est plus dans quelque chose d'automatique. Ça veut dire que Nicolas va faire quelque chose d'automatique et ça va me plaire. Donc, c'est quelque chose. Il y a des bases qui sont posées. Voilà, elles sont posées. Donc maintenant, voilà, après les prochaines étapes, c'est vraiment aussi, je dirais, bon après c'est Dieu qui va nous montrer les prochaines étapes. Il faut continuer à être. Moi, je pense que c'est spirituel la prochaine étape, encore plus d'être des bénédictions. Moi, je pense que là, une fois qu'on est comme ça, on est en mesure de pouvoir maintenant parler à deux, ensemble, à d'autres personnes, pour les aider, pour se dire voilà chérie, qu'est-ce qu'on va faire, réfléchir un petit peu à ce qu'autour de nous. Nicolas peut dire peut-être dans mon travail j'ai rencontré telle personne qui avait besoin de parler, tout ça, et qu'on se dise on va aller lui parler, qu'on prie pour ces personnes. Parce qu'en fait, quand on est en train de se construire, c'est pas facile d'être encore un peu à l'extérieur, parce qu'on est déjà en train de se construire. Il faut vraiment laisser. C'est pour ça que quand les amis, des fois, disent on vous voit pas, on voit plus. Oui, voilà, on vous voit plus, mais c'est bizarre. Avant, on se voyait plus. Je sais qu'il y a j'ai une amie qui m'a exprimé un jour sa tristesse. Elle m'a dit oui, je comprends pas. Elle m'avait dit parce qu'elle n'était pas bien. Et je lui ai dit est-ce que ça va? Elle m'a dit oui, mais je comprends pas. Moi, j'en ai assez de ces amis qui se marient ou qui ont des enfants et qui t'oublient, quoi, qui te parlent plus comme avant. Moi, je lui ai dit, écoute, mais c'est une adaptation quand même, parce que c'est vraiment un changement. En fait, il faut vraiment se rendre compte que quand les gens se marient, c'est vraiment différent. C'est un changement. C'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle vie et il faut s'adapter. Et encore plus quand tu as des enfants. Nous, on n'a pas d'enfants, mais les enfants, c'est encore quelque chose d'autre. Et c'est pour ça qu'aussi, bon, ce que j'aimerais conseiller aussi aux personnes, c'est après, les personnes font ce qu'elles veulent. Les personnes, elles ont aussi des envies dans leur cœur et si Dieu les convainc que c'est bien, qu'elles le fassent. Mais je pense que pour les enfants, moi, je pense qu'il faut vraiment attendre. Moi, je pense qu'il faut attendre. Il faut avoir vraiment une adaptation avec son mari parce qu'en fait, ce qu'on va construire, parce que imaginez, un enfant arrive dans un foyer. Il faut qu'il y ait déjà des règles, un cadre. Il faut que quand l'enfant arrive, que c'est comme ça, on prie à telle heure, on fait comme ça, on ne dit pas ça, on fait pas ça. Et il faut se parler avant. Parce que si vous n'avez pas la même vision pour l'éducation, après, c'est vraiment le moment de dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce que toi, comment tu préconises ça. Après, ça comme un mariage. Quand on a un enfant, j'imagine qu'on va encore découvrir avec l'enfant, vraiment concrètement, quand l'enfant sera là devant toi, en train de babiller avec sa bouche toute mouillée, là, comme ça. C'est à ce moment-là que... Bah oui, c'est une préparation, parce que comme vous avez dit qu'il fallait une préparation pour le mariage, il faut aussi une préparation pour les enfants. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aussi la complicité et aussi, par exemple, se mettre des règles en se disant, écoute, si on reprend l'enfant, comment on fait si on peut reprendre l'enfant, si par exemple l'enfant dit quelque chose et qu'il me demande, par exemple, maman, est-ce que je peux faire ci, et qu'il n'a pas demandé à papa, est-ce que tu as parlé à ton père? Voilà, s'il parle à son père, après nous en parlerons. Mais c'est pour s'accorder, parce que si ça arrive comme ça, l'enfant arrive comme ça, vous n'avez rien vu, vous n'avez rien planifié, vous n'avez même pas pensé à ça, parce qu'on a l'impression de mariage, c'est vrai, mais c'est encore plus concret quand vous vivez ensemble, vous vivez ensemble, vous dire comment on va faire et tout. Et là, après, quand l'enfant arrive dans le cadre, parce que vous avez déjà établi le cadre, vous avez des règles à la maison, vous savez comment on fait pour le sabbat, vous savez comment on fait, maman peut-être prépare le gâteau, le sabbat, maman prépare les... Voilà, tout est établi, vous avez vraiment construit le cadre. Et là, quand l'enfant arrive, tout est cadré et l'enfant a une éducation impeccable parce que c'est carré. Les parents c'est comme ça, les deux parents sont dans le même chemin. C'est ça. Les enfants, voilà. Et quand vous entendez maintenant des adultes dire je me souviens quand on était petit, maman faisait toujours un gâteau au chocolat le sabbat.
Mais oui, mais c'était accordé. Le papa, Ouais. il sait que le Ouais. gâteau au chocolat arrive. Et l'enfant, il cadre, est dans un cadre. Voilà. Donc, mais c'est vrai que là, pour l'instant, comme nous n'avons pas d'enfants, nous sommes encore en construction. Mais c'est vrai que la première année, vous pouvez vous dire, bon, on va faire ça. Et puis, voilà, on est un peu plus détendu. Voilà. Et ce qui Non, est mais- bien, je vais Vas-y. parler. Et ce qui est bien dans tout ce que vous dites là, on voit vraiment que la base a été construite dans la communication. Voilà. La communication, Sans ça. sans ça, on Mm. voit vraiment qu'il y a, C'est qu'il y a important. rien. Quoi. Oui. Et la transparence aussi, comme je disais tout à l'heure. Comme ça, lui, il sait ce que tu aimes, ce que tu aimes pas, ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Mm, Donc, c'est ça. c'est juste... C'est ça. Et puis rassurer l'autre. Ouais. Rassurer, ça, se c'est rassurer important aussi. Parce que des fois, il y a des blocages. Parce que par rapport à l'éducation qu'on a reçue, Ouais, il y aura ça, des blocages. On c'est ne dit pas comme ça, on ne fait pas comme ça, on ne fait pas ça comme ça, tout ça. Et des fois, ça bloque et ça empêche une personne d'être épanouie. Mm. Tu sais, par exemple, on parle pas comme ça, on fait pas comme ça. Et là, c'est. Voilà, par exemple, les histoires de. Je sais pas, c'est la honte. Il y a des gens, des fois, qui disent c'est la honte. Si je. Oh, il m'a fait honte. J'entends ça des fois dans mon entourage. Il m'a fait honte, c'était la honte, tout ça. Non! Il faut, voilà, on a des défauts, on a des qualités, et quand on se rassure, par exemple, il y en a un qui a un défaut, et puis qui est un petit peu gêné, et puis peut dire, bon, j'ai ce défaut-là, bon, écoute, je t'avoue, j'ai ce défaut-là. Et l'autre peut dire, mais écoute, c'est pas grave. En fait, voilà, c'est vraiment, comme tu dis, la transparence, et de se rassurer l'un l'autre pour qu'on se sente bien. En fait, c'est comme la démarche de pardon. Mm. Voilà, c'est comme une démarche de pardon. On est tellement heureux de se sentir pardonné, tellement heureux de se sentir accepté comme nous sommes. Comme tu es, t'es comme ça. Des fois, t'as peur, tu te dis, punaise, quand par exemple t'es fiancé, mais comment il va, oh là là, mais comment il va réagir si je, tu vois? Et quand après, ça se sait au bout d'un moment, ça se remarque ou quelque chose comme ça, et que l'autre te dit, mais ne t'inquiète pas, j'avais remarqué, c'est pas grave, tout ça. Et ben, T'es soulagée. Voilà. C'est bien cette notion de pardon que tu dis, parce Ouais. qu'on peut dire aussi désolé ou excuse-moi, oui, mais c'est pas la même chose en fait. voilà, c'est vrai. Ouais. C'est Et ça. les pardons, c'est... C'est Là, ça. tu te sens vraiment libérée de plein de choses. C'est ça. Ouais. Et je rebondis aussi sur Oui. tout ce qui est missionnaire et mission et tout. Ça aussi, c'est important parce que s'il n'y a pas de mission, en fait, le rôle de la femme ne sert pas forcément à grand-chose. Donc, Non. on est censé être une aide Ouais, s'il n'y a pas de exactement. mission. J'avais posé la À quoi question. sert l'aide s'il n'y a pas de mission? Donc, il faut vraiment Mm. penser aussi en tant que Ouais. jeune couple qu'il nous faut une mission à deux. On peut avoir une mission Oui. chacun, mais il faut quand on s'allie ensemble, c'est pas pour rien. Il y a C'est ça. forcément Mm. quelque chose parce que tout ce qu'on fait, c'est pour les autres en fait. C'est Voilà, c'est ça la exact. crainte de Dieu. Si on fait les choses pour nous, C'est ça. forcément ça fonctionne pas. Et c'est pour ça que je pense que l'étape du mariage, c'est vraiment une étape que Dieu a souhaitée pour son peuple. Mm. Pour tout le monde. Quand il a créé, on se marie. Mais après, c'est ce que je dis aux femmes, parce que je veux le dire quand même, parce qu'il y a peut-être des jeunes femmes qui écoutent, qui sont peut-être célibataires aussi, qui peuvent écouter ce qu'on est en train de se dire là. Mhm. Et moi, c'est ce que je dis aux femmes célibataires, aux jeunes femmes célibataires que je vois quand elles sont tristes, elles disent, tu te rends compte, j'étais là, j'ai tout ça déjà. Moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est que vous êtes un cadeau, mesdames. Vous êtes un cadeau. Mhm. Si vous êtes seul, c'est parce qu'il n'y a pas l'homme qui mérite ce cadeau-là. Ouais, pour l'instant. Tout ce que vous avez à faire pour l'instant, c'est prier Dieu et puis vous épanouir. Vous découvrir. Quand je dis vous épanouir, c'est vraiment apprendre, comment dire, à connaître Dieu davantage, à faire des choses que vous voulez faire. Si vous voulez, par exemple, faire une conférence, vous voulez parler de quelque chose, parlez-en. Si vous voulez découvrir le monde, découvrez le monde. Vous voulez parler de non. Voilà. Vraiment. De préparation. Oui. Tout à fait. En fait, c'est pas à la femme de courir après l'homme quand Dieu a conçu les choses. En fait, à la base, il a mis l'homme. Ensuite, l'homme a éprouvé le besoin. Il a vu qu'il était seul. Dieu a permis que ce besoin existe en l'homme. Et ensuite, il a amené la femme à lui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à cause des aujourd'hui, ce que nous montre la société, il y a beaucoup de femmes qui ont tendance à se sentir un peu perdues, qui voient l'âge qui avance, qui en oublient que notre Dieu est créateur. Pour lui, c'est pas un problème l'âge, ni la santé, ni quoi que ce soit. Il n'y a rien qui le limite. Et des fois, nous, on a peur, on se dit, mince, j'arrive, j'ai 30 ans, oh là là, 35 ans, Non, j'ai je- personne, Mhm. je vais finir vieille fille. Mais non, on ne connaît pas les plans de Dieu pour nous. Exactement. Ce qu'il y a une chose que beaucoup de femmes oublient, excusez-moi, c'est vrai que c'est un homme qui dit ça, mais c'est que c'est d'abord à elle de s'épanouir. Déjà, prenez le temps déjà de vous épanouir vous-même, de chercher qui vous êtes, et ensuite, vous inquiétez pas, une fois que vous serez développé, que la fleur se sera épanouie, il y aura toujours un homme pour la remarquer, donc pas besoin de courir aller chercher, C'est ça. c'est déjà se développer soi-même dans sa relation avec Dieu, surtout, et Dieu mettra sur votre chemin la personne qu'il faut. Oui. Mais parce que le souci aussi, excuse-moi, Yannick, le souci aussi, c'est que
beaucoup de femmes pensent que quand elles vont être Ça va mariées, être mieux. Ah ça oui. va être merveilleux, Oui. ça va être magnifique, le Ça va petit être la monde révélation. enchanté. Bah Voilà. oui. Mm. Alors que non, Ouais. il faut déjà être bien parce que quand vous allez vous marier, c'est vous. Vous devez. En fait, c'est pas l'homme qui devrait vous apporter. Hein. Vous Mhm. devez aussi apporter à l'homme. Attention. Mhm. C'est pas genre C'est je ça, suis en l'aide, carence, je suis justement. malheureuse, je pleure et c'est lui, il va tout me donner. Non, 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 non. Erreur. Toi, tu- Ah oui, 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 il faut être déjà bien. Il faut être bien dans votre Sinon, on peut pas aider. Hein. Exactement. Si on n'est pas en forme, si Exactement. on peut même pas attirer aussi Non. la personne si tu n'es pas bien. Mais Même en espérant que tu seras mieux dans un mariage alors que tu n'es pas bien déjà tout Mais seul. non, c'est bien compliqué, sûr, c'est une utopie, mais la Totale. femme qui rayonne, totale, hein, parce que la femme qui rayonne, la femme qui est bien, c'est comme ça quand on rayonne, en fait, ce que j'ai remarqué, en fait, je donne une petite anecdote par rapport à ça, c'est une prof que j'avais eue, une prof d'anglais, je vous assure, quand elle est arrivée dans la salle, c'est pas une prof, elle était pas jolie. Franchement, elle était pas jolie, elle était un petit peu recourbée, elle était pas très très jolie. Je l'ai pas trouvée jolie, du moins. Elle est rentrée dans la salle, elle parlait pas, je l'ai vue, alors on attendait pour le cours d'anglais, et elle s'est mise à parler, elle s'est mise à rayonner, c'était une anglaise. La dame était tellement bien dans sa peau, tellement bien qu'elle souriait. La dame était magnifique. Ouais. La dame était magnifique. La dame était magnifique. Tout ce qu'elle ressortait, elle était belle. Je dis, purée, elle est trop belle. Ouais. Son aspect Ouais. physique, quand elle se tait, elle n'était pas forcément très jolie, mais le fait que dans son âme, Ouais. dans son cœur, elle était heureuse et belle, elle communiquait, la dame était magnifique. C'est pour ça que les apparats là, de rouge à lèvres, de tout ça, bon, après, pour ceux qui en portent, il n'y a pas de souci, mais les apparats de toujours vouloir montrer à l'extérieur qu'on est belle, non, il faut déjà être belle à l'intérieur. Et puis Voilà. ça se ressort. Et ça ressort. ressort, et ça c'est magnifique. Et c'est ça qui fait aussi qu'un homme peut être attiré Mhm. spirituellement, enfin, non, attiré par vous, Ouais. parce que de toute façon, les hommes bien, enfin, c'est pas en mettant des jupes courtes ou en mettant des choses comme ça que les hommes, c'est justement ça, on attire, les femmes attireront un homme qui Oui, mais sera c'est centré pas sur le que- charnel, et c'est c'est pas pas du- ça. voilà, Mais c'est pas c'est de Dieu normal. d'ailleurs en Ouais. plus. Et d'ailleurs, je voudrais recommander un auteur, une auteure, oui, Oui. plutôt, qui était très Oui. bien. C'est Danielle Starenki. J'ai lu le livre Ce que cœur de femme veut. Elle est venue, alors avant notre mariage, elle était venue, elle était invitée en France. Et je me souviens, je lui avais expliqué, je lui avais dit que je me mariais. Elle me dit, oh, félicitations, c'est très bien. Cette femme-là, ce qui est magnifique avec elle, c'est que tout ce qu'elle lit dans ses livres, elle le vit. Mhm. Vous voyez, des fois, il y a des personnes qui écrivent, et puis c'est autre chose. Il y a l'écrivain et la vraie vie. Ouais. Et quand j'ai vu avec son mari, franchement, c'est tellement magnifique la Ouais. symbiose qu'ils ont entre eux. Tu Ouais, l'as vu, j'ai Barbara? ouais. Et quand je lui ai dit, quand je me marie, elle m'a dit, ah, félicitations, vous avez. Donc je lui disais que j'avais lu le livre Ce que cœur de femme veut. Et elle m'a dit, ah, promettez-moi quelque chose. Il faut absolument qu'avant de vous marier, votre fiancé lise le livre. Elle m'avait dit ça. Je lui ai dit, oui, il va lire le livre. Il a lu le livre. Ah oui, oui. Et il faut que l'homme, en fait, vraiment, il faut qu'il sache aussi ce que c'est qu'une femme. Mhm. Et ce qui est bien dans son livre, dans ce que cœur de femme veut, elle indique justement pourquoi une femme veut être belle. Il y a tout. Le rôle de la femme, le rôle profond de protection et d'amour. C'est vraiment merveilleux. Et cette femme-là, franchement, moi je pense que, ce que je disais à Nicolas, je disais franchement, cette femme-là est comme un exemple un peu pour moi. Enfin, c'est Dieu l'unique exemple, mais elle a représenté pour moi un exemple. Oui, je dirais un exemple. Parce que, bon, elle a aussi eu une histoire avec des enfants, tout ça, mais vraiment en termes de couple, en termes de vision de la femme et de l'homme, du rôle de la femme, de l'homme, parce qu'elle explique même au sexe de la femme et de l'homme, elle explique aussi le rôle profond. Par exemple, alors pour vous donner une illustration, elle dit que la femme, elle est nourricière, elle s'occupe de l'intérieur, elle nourrit et elle veille au bien-être. Par exemple, elle dit qu'un ovule, il attend. Il est là dans le ventre, il attend le spermatozoïde pour se développer et devenir après un enfant. Et il attend, mais il a tout dedans, toute la nourriture, tout ce qui est nourricier, Mhm. elle tout dedans. Il est là, il est chaud à l'intérieur, il attend, enfin, quand une chaleur, Et le spermatozoïde, comme l'homme, avec le spermatozoïde, il y va, il flagelle, il va, il est conquérant, il y va, il fonce. Elle expliquait qu'en fait, c'est à l'homme alors d'aller chercher justement pour promouvoir ce cadre, pour aller, c'est à lui de conquérir c'est à lui d'aller en fait déjà vers la femme, Mhm. et c'est à lui aussi de faire en sorte de travailler, d'aller, de faire l'action, d'aller chercher le brut, et la femme fait le raffiné en fait. Mmh. Ouais, par exemple, l'homme, je vais donner un exemple très clair, l'homme va chercher le sac de pommes de terre, il va aller prendre les pommes de terre, prendre la pelle là, il va déraciner les pommes de terre, il va faire l'action de les déraciner. Mais quand il va ramener le pot de pommes de terre à la maison, la dame va les afficher et elle va faire une délicieuse tarte aux pommes de terre. Mhm. Voilà. Et l'homme a Elle vu les pommes de transforme. terre. Elle transforme. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est merveilleux de voir le rôle, en fait.
Et quand on voit ça, on voit l'équilibre. Et quand en fait, en tant que femme, quand on prend conscience du rôle que Dieu nous a donné, on prend conscience de ce à quoi nous avons été appelés, on est heureuse. Parce que c'est vrai que moi, personnellement, pour mon exemple personnel, moi je suis une fille, j'étais plutôt carriériste. J'ai fait des études assez longues et puis j'avais envie de... Je me voyais dans une carrière professionnelle, voilà, je me voyais monter, je sais pas jusqu'où, hein, mais j'étais très motivée par ça. Et c'est une sœur dans mon église qui m'avait dit, parce que je lui disais ça, je disais que c'est pas bien quand même, parce que quand on a le projet de se marier, tout ça, il faut... le professionnel prend trop de la place. Et la sœur m'avait dit, il faut que tu lises le livre, c'est elle qui avait fait découvrir le livre de 5, elle a dit, il faut que tu lises le livre de 5, je pense que tu vas le lire. Et quand j'ai lu ce livre-là, j'ai compris que c'était pas mon rôle d'aller courir les carrières, hein, voilà. Et que, en fait, on est plus heureuse quand on fait ce que Dieu nous a... Voilà. Et parce que la société dit, voilà. En fait, les femmes se fatiguent quand... Moi, j'ai vu une chose aussi qui m'a marquée, parce que moi, je suis dans le domaine juridique. J'avais fait, pendant mes études, j'avais fait un concours de plaidoirie, donc on devait plaider devant des avocats ou des magistrats. Et c'est quelque chose qui m'a marqué. J'ai vu des avocates de la cinquantaine marquées mademoiselle. Oh là là, quand j'ai vu ça, j'ai dit Seigneur. Ah là là, j'ai tout compris. Alors là, tu vois qu'en fait, la carrière, les honneurs, tu peux avoir un bon travail, il n'y a pas de souci. Hein. Mais une femme doit vraiment se focaliser en premier sur le rôle qu'elle a dans son foyer. Elle sera plus heureuse. Parce que courir après l'argent, courir après la reconnaissance, les femmes sont fatiguées. On est fatigué. Une femme qui est épuisée. Vous vous rendez compte, une femme qui est épuisée? Surtout que c'est dur pour une femme d'acquérir la reconnaissance, puis il y a toujours cette présence. L'homme a du mal avec ça. Oui. Et donc c'est 2 fois plus dur pour une femme en plus d'acquérir la fameuse reconnaissance. Voilà. Elle s'épuise 2 fois plus. Bon, donc c'est un prix à payer qui est assez fort quand même. C'est ça. Parce que cette société fait en fait une homme-femme. L'homme-femme, c'est pareil dans le sens... la femme est un homme aujourd'hui. La femme, en fait... Ah oui, j'ai entendu une émission là-dessus. La femme, maintenant, en fait, elle est indépendante, voilà. Elle n'a pas besoin de l'homme. Voilà. Elle n'a pas besoin de l'homme. Et l'homme, lui, c'est la compétence. Un homme, c'est la compétence. Quand on critique un homme sur sa compétence, ça ne va pas du tout. On l'achève. Non, on l'achève. Et c'est ça, c'est comme tu dis, on l'achève. Et c'est pour ça que c'est important, quand on lit ce livre-là, on comprend vraiment le rôle des deux, et ce que Dieu a voulu, en fait, à la base, et ça crée des couples heureux, quand chacun a sa place. Et chacun le fait avec amour et le fait avec joie. Et ben c'est comme, en fait, la génétique, c'est pas un poumon. Un poumon prend l'air et il respire. Un cœur bat pour diffuser le sang. Donc, quand on a... en fait, c'est ce qu'on cherche en tant qu'humain. C'est ce à quoi on a été créé, ce à quoi on est fait. Et quand on retrouve enfin sa fonction originelle, et qu'on s'y attelle, et qu'on est heureux de le faire, et ben on a tout trouvé. On est au plus profond de son pourquoi on a été créé. Et ça, c'est merveilleux. Et c'est là que dans le mariage, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Mais merci, le cœur avance. Mais j'ai quand même une dernière question pour terminer. On va essayer de faire par rapport justement, c'était Nicolas qui en parlait, par rapport à la relation qu'on accorde à Dieu, parce que tu sais que quand on est seul, on a toujours un petit temps, comme tu disais, par rapport à peut-être à 3h du matin ou autre, un petit temps où on se consacre vraiment à Dieu chaque matin. Et du coup, quel exemple vous pouvez donner par rapport aux auditeurs et aux auditrices sur comment vous avez pu vous harmoniser pour avoir aussi un temps, du coup, en couple maintenant, pour passer du temps avec Dieu. En fait, déjà, on avait bien mis en évidence que l'homme, c'est le prêtre du foyer. Et donc, c'est vrai que, par exemple, Nick joue ce rôle de prêtre. Ça veut dire que moi, personnellement aussi, j'ai mes moments spirituels, parce qu'on aime bien aussi avoir nos moments aussi seuls avec Dieu. Mais en couple, par exemple, c'est vrai que souvent, Nicolas prend l'initiative, parce que, par exemple, on fait le matin, très tôt, parce que quand on va travailler, des fois, c'est un peu compliqué de passer un peu plus de temps. Mais il faut une organisation, hein, parce que là, c'est vraiment, on est encore en cours d'organisation pour prendre plus de temps. Mais voilà, Nicolas, tu prends les devants en fait en tant que prêtre du foyer. On passe un moment quand même en prière, on confie à Dieu notre journée, on confie à Dieu. Le soir, on a plus de temps quand même. Le soir, c'est un peu mieux par contre. Mais c'est vrai que on est vraiment dans une démarche où, comme Nicolas, par rapport au fait qu'il soit le prêtre du foyer, il instaure, il est à l'initiative en fait de ces moments en couple. J'ai quand même envie d'ajouter que c'est quand même quelque chose qui se décide à deux, encore une fois. Même s'il est établi qu'on s'est bien mis d'accord, et puis par rapport, on parlait du rôle de l'homme et de la femme, donc on a bien compris que, comme tu insistes beaucoup dessus, qu'effectivement l'homme a une certaine responsabilité par rapport à ça, de conduire son foyer dans la prière. Mais malgré tout,
ça n'empêche pas qu'il faut quand même être à l'écoute de l'un et de l'autre. Parce que là, en l'occurrence, par exemple, dans notre cas à nous, c'est plutôt moi qui ai le lève-tôt, mais admettons que ce soit l'inverse. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est l'homme qui a du mal à se lever, c'est la femme qui est debout plus tôt. On fait quoi? Donc, c'est encore une fois, c'est un équilibre à trouver ensemble. Donc, on parlait encore une fois qu'il y a l'équilibre individuel, donc on a nos moments personnels avec Dieu. Donc, je donne un exemple simple. Justement, on reprend l'exemple où malheureusement, c'est l'homme qui a du mal à se lever. Bon, ben, l'épouse peut très bien avoir son moment personnel avec Dieu, puisqu'elle est, elle est debout plus tôt. Et à ce moment-là, chacun s'organise pour essayer de se lever un peu plus tôt quand même, pour qu'il y ait quand même ce moment, le culte de famille notamment, justement, on parle de culte de famille. Ça ne doit pas être non plus un simple rituel, hein, on a fait le culte, c'est bien, on peut partir faire notre journée de travail. Non, c'est quelque chose d'important, c'est vraiment un moment où on rencontre ensemble, où on va devant Dieu en fait. Mais, encore une fois, c'est... en fait, on ne peut pas donner un exemple précis de comment il faut faire, parce que même ça se détermine ensemble. Est-ce qu'il faut 3 chants, 4 chants? Est-ce qu'il faut un psaume, 2 psaumes? Voilà, il n'y a pas un modèle, enfin, si on peut s'inspirer de la Bible un peu quand même, mais il n'y a pas un modèle défini par rapport à ça. C'est vraiment nous, au cours de nos discussions, justement, où on va chercher ensemble un équilibre qui nous convient. Sachant qu'il faut un cadre quand même pour le foyer. Dieu est un Dieu d'ordre. On ne va pas faire tout à volo comme ça. Oh, aujourd'hui, je me suis levé tôt, tiens, on va faire comme ça. Et puis l'autre fois, il faut quand même essayer d'établir un équilibre. Surtout si en plus, après, on est amené à avoir des enfants, etc. Voilà, comme on a dit plus tôt, c'est hyper important d'avoir quand même un cadre établi. C'est ça. Et c'est vrai que nous, à la maison, par exemple, on veille à avoir régulièrement un environnement spirituel. C'est-à-dire que on a des musiques qui tournent, des musiques de... c'est des musiques, c'est pas des chants, ce sont d'hymnes, où on va écouter une prédication, on va l'écouter, on va partager dessus, comment dire, parce qu'il y a le côté culte, hein, mais nous, on va vraiment dans une relation continue. C'est pas comme disait Nicolas, le culte le matin, le culte le soir, et puis après on fait notre vie. C'est vraiment la journée aussi. Voilà, voilà. Par exemple, on va rentrer, on peut écouter un culte, on peut écouter une prédication, en parler. Des fois aussi, peut-être que quand on est un peu fatigué, par exemple le soir, quand on est assez fatigué, on peut mettre la Bible en audio, par exemple. Tiens, un passage de la Bible en audio, puis on écoute. Et puis c'est par exemple d'où ce dont je te parlais avant l'émission, par rapport à l'autre. Enfin, bref, voilà. Mais en fait, voilà, on peut faire comme ça. C'est comme disait Nicolas, en fait, il faut pas être comme, enfin, si, il faut être carré, mais on peut pas imposer. Alors, je vous donne recette numéro 1. Vous êtes tous en train de noter un chant, un psaume. Non, voilà. C'est vraiment, voilà, on s'organise. C'est un commun accord. Voilà. Parce que je sais pas pour vous, hein, moi je donne une expérience personnelle. Bon, alors, moi au départ, ça a été un petit peu comme ça. Alors, je ne sais pas si c'est des héritages culturels, mais il y avait le culte de famille où il y avait une façon de faire, c'était codé, c'était comme ça. Et bon, quand on est tout jeune, on ne comprend pas forcément, donc c'est pas le problème. Mais des fois, en grandissant, on commence à se poser des questions. On se dit pourquoi c'est comme ça, pourquoi ça ne pourrait pas être autrement, etc. Et des fois, on n'a pas ce privilège, cet espace pour pouvoir discuter avec les parents. Je ne dis pas que c'était mon cas, hein, mais ce qui fait que du coup on ne comprend pas l'intérêt par exemple du culte de famille, etc. Et parfois il arrive qu'on grandisse avec ça, et quand on arrive et qu'on veut établir son équilibre à soi, c'est pas facile parce qu'on a un schéma déjà préétabli entre guillemets. C'est pas qu'on aime ça, hein, mais voilà, on n'y peut rien, on a notre héritage quand même familial, hein, quelque part. Mais ce qui est important, je pense, c'est que voilà, encore une fois, comme tu le disais, c'est ensemble, voilà, qu'on voit. On a notre relation personnelle avec Dieu, on partage, puisque c'est ça en fait, la relation dans le couple, c'est un partage, et on décide ensemble en fait, en fonction. Voilà, par exemple, si l'un est plus habitué à beaucoup chanter, bon, bah écoute, d'accord, donc dans ce cas, on va chanter quand même pas mal. Voilà. Essayer de trouver un équilibre ensemble, en fait, sans que aucun soit frustré. C'est pas facile. Ça, je vous l'accorde, c'est jamais facile de trouver le bon équilibre, parce qu'encore une fois, je répète, la vie de couple, c'est pas un compromis, c'est pas une succession de compromis. C'est vraiment essayer de comprendre l'autre et essayer
de trouver l'équilibre, Mm. le juste milieu où tout le monde est satisfait. C'est ça. Ce qui est le moins facile, je vous l'accorde. Parce que des fois, quand on parle de communication, on vous apprend que il faut savoir un petit peu reculer pour laisser de l'espace à l'autre, et puis l'autre en retour va reculer sur d'autres points pour que nous on s'y retrouve. Et en fait, finalement, ça fait des frustrations qui, au jour où un petit truc va éclater, Ça un va petit être conflit, tout ça, toutes les petites rancunes ou les frustrations, ça va Ça revenir s'accumule. sur le devant de la scène, et après, ça peut être très compliqué de. Dieu est tout puissant, ça n'empêche pas qu'on peut trouver quand même Solution. la solution, mais c'est plus difficile. L'idéal, c'est vraiment d'essayer de trouver l'espace pour chacun s'exprimer librement et trouver ensemble, en fait, un équilibre. Et c'est voilà, pour compléter ce qu'il dit, en fait, c'est vrai que c'est une question d'adaptation parce que par exemple, Nicolas, lui, il est né dans une famille adventiste, donc il a eu les cultes régulièrement. Tout ça. Moi, je ne suis pas née dans une famille adventiste. Je me suis baptisée à 20 ans. Donc, vous voyez, j'ai pas depuis petite une vision comme ça, de faire un culte régulier le matin et le soir. Mais par contre, ce que j'ai beaucoup plus développé, c'est pour ça qu'on fait un peu un mix des deux chez nous. Moi, ce que j'ai développé, c'est vraiment quelque chose de continuel avec Dieu. Par exemple, ça veut dire que je vais peut-être prier le matin, je vais chanter un chant prier le matin. Je vais pas peut-être m'attarder à lire longtemps le matin ou plus longtemps le soir, mais dans la journée, je vais prendre, par exemple, quand je vais au travail ou quand j'allais à la fac, oui, à la fac aussi, non, c'était la fac aussi. À la fac aussi, j'écoutais des prédications dans mes écouteurs. Je suis toujours en train de penser à Dieu, en fait, tout le temps. Voilà, même la Bible en audio, ou pas trop chant, j'étais très réflexion, un sujet particulier. Et ça fait que j'étais pas forcément dans la lecture purement théorique comme ça, purement pratico-pratique comme ça, à lire religieusement comme ça, mais j'étais plus dans quelque chose toujours en train de penser à ce que Dieu peut penser par rapport à ça. Et je lisais, c'est vrai que je lisais, mais je lisais dans quelque chose qui me marquait. Par exemple, si c'est la médisance qui me parle en ce moment, et ben je vais chercher des livres sur la médisance, tu vois. Et il faut que je comprenne la médisance, il faut que je comprenne ce que Jésus a dit là, ou il faut que je comprenne. Et c'est comme ça que j'ai été. C'est pour ça que quand on s'est, c'est encore l'adaptation quand on s'est marié. C'est que moi, voilà, tu sais, le côté culte, ça va parce que prier, chanter et prier comme ça, mais rester des longs, bon, en plus on travaille aussi, donc c'est un peu compliqué pour s'adapter. Mais en fait, on fait les deux. Donc ça veut dire qu'on a le moment quand même avec Dieu, on prie, on confie à Dieu la journée, on prie, on passe un moment en chant, mais on incorpore ces méditations, ces questionnements, tout ça. Voilà, c'est vrai. Parce que des fois, on peut avoir des couples où il y en a un qui n'était pas du tout adventiste avant, pas du tout chrétien avant, et l'autre, oui. Et des fois, il faut s'adapter aussi à ça, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait un qui parte de l'autre côté ou quoi. Il faut que déjà les deux soient dans un même sens. Voilà. Merci. Merci pour tout ça. Et ce que l'on peut ressortir, c'est que la communication est très très importante, qu'il faut beaucoup s'ajuster, mettre Dieu au centre, que voilà, il faut énormément discuter et que quand on trouve des façons de satisfaire l'un et l'autre, pas forcément besoin de compromis en fait. C'est juste la réflexion. C'est ça. Et la communication est la base de tout. Voilà. Tu vas rajouter quelque chose? Et que le mariage, c'est mourir en soi tous les jours. C'est ça, exactement. C'est ça. Et travailler le fruit de l'esprit. C'est ça, c'est ça. Et connaître aussi le langage, même c'est pas le mariage en général. Connaître aussi le langage de l'autre. C'est ça. Faut bien comprendre. Ouais. Merci, c'est très nourrissant. J'espère que ça a pu aider aussi nos chers auditeurs et auditrices. Et si ça ne te dérange pas, Nicolas, oui, honneur à toi. de prier pour clore ce mouvement. Éternel Dieu, notre Père, nous te rendons grâce, gloire et honneur. Merci à toi de ce que tu nous as gardé tout au long de cette journée. Tu nous as accordé le privilège de jouir des merveilleux cadeaux que tu nous as dispensés aujourd'hui, notamment le souffle de vie. Merci encore de nous avoir accompagnés jusqu'à présent, et en particulier pour ce moment de partage que nous avons eu avec Barbara Audrey, mon épouse, moi-même, ainsi que tous les auditeurs. Et puisses-tu permettre que cela puisse apporter à tous ceux, toutes celles qui se posent des questions et qui avaient besoin d'avoir des réponses, puisses-tu permettre que au cours de ce débat, certaines réponses aient pu être dispensées. Et je te prie, Père, de permettre que nous puissions
chacun retourner dans nos foyers respectifs dans de bonnes conditions et que nous ayons par ta grâce le privilège de témoigner à d'autres occasions encore, si cela est ta volonté. Ce sont là les grâces que je te présente dans le nom et en vertu des mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Eh bien, merci pour votre venue. Et nous avons la petite... Voilà, c'est le moment, le temps d'astuces. Donc, on va profiter de Janice. Oui. Il y a énormément d'astuces. Elle nous a confié que les cheveux, c'était quelque chose d'extraordinaire. Ah oui. Pour elle est très important. Donc, qu'est-ce que tu peux nous conseiller sur les cheveux? Alors, moi, ce que je peux conseiller donc, sur les cheveux, c'est le nettoyage, alors au niveau du shampouinage des cheveux, avec du rassoul. Voilà, alors pourquoi? Parce que justement, je ne sais pas si tout le monde connaît le rassoul. Le rassoul, c'est une argile marocaine qui se vend partout. On peut le trouver chez Aromazone, ou on peut trouver dans des boutiques aussi orientales. Et en fait, cette argile a la particularité de rendre les cheveux justement plus doux. Et en fait, ça lave donc dans le sens où ça absorbe les impuretés. Et alors moi, la petite astuce que je vais vous donner aujourd'hui, c'est pour shampoing au rassoul. Parce que vous verrez qu'à force de faire ça, vos cheveux seront beaucoup plus doux, beaucoup plus détendus pour les nappies, les cheveux crépus. Voilà. Et à force de l'utiliser, vous verrez que vos cheveux seront beaucoup plus souples aussi. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre à peu près 4 cuillères à soupe de rassoul. Vous ajoutez 1 cuillère à soupe de poudre de guimauve. Vous rajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez rajouter aussi, alors moi je rajoute un peu de, 1 cuillère à soupe de poudre de Nîmes, N-E-E-M, c'est pas les nems des Chinois, c'est une poudre de Nîmes. Voilà, elle est antibactérienne en fait, cette poudre, elle permettra pour les cuirs chevelus sensibles de ne pas avoir de démangeaison. Et puis on peut ajouter un petit peu de shikakai. Moi shikakai c'est aussi une poudre lavante indienne. Donc je la rajoute un tout petit peu dans le rassoul des fois pour un petit peu plus accentuer l'effet lavant en fait. Donc vous faites après, vous mélangez le tout. Vous pouvez mettre 1 cuillère à soupe de miel dedans et vous rajoutez de l'eau chaude, de l'eau froide. Moi j'utilise souvent de l'eau froide. Après il y a des gens qui disent de l'eau chaude ou de l'eau température ambiante, pas froide, de température ambiante. Vous rajoutez de l'eau, vous mélangez bien afin qu'il y ait une pâte. Une pâte un peu épaisse, pas trop coulante, assez épaisse, mais quand même qu'on peut appliquer facilement sur les cheveux. Ce que je vous préconise de faire, c'est vaporiser un petit peu vos cheveux préalablement pour que les cheveux soient un petit peu humides. Vous faites des sections comme si vous faites un défrisage, pour ceux qui ont déjà fait des défrisages ou les couleurs. Vous écartez, vous mettez un peu dans les racines au départ, vous passez dans les racines la solution. Et après, vous allez jusqu'aux pointes. Vous massez délicatement, vous massez pour faire un effet un petit peu comme shampoing, donc ça va pas mousser. Donc, alors attention, les effets moussants, les mousses dans vos cheveux, là, ça lave pas la mousse, c'est pas forcément, c'est un agent moussant. Donc il faut sortir de ça, c'est pas tout ce qui mousse qui lave. C'est ça. Voilà. Donc vous passez, là, ça fait un petit peu effet boue. Et puis après, ce que vous faites, je vous préconise de le laisser comme ça. Donc vous mettez des pinces, vous mettez un sachet en plastique dessus, vous laissez peut-être 5 minutes. Après, vous passez sur la douche, vous mettez l'eau assez chaude pour que justement le soin parte délicatement de vos cheveux en ouvrant les pores. Avec les pores récoltent les bienfaits de ce masque. Et quand vous avez bien rincé, par contre, vous aurez une baignoire marron. Il y aura peut-être des petits morceaux de boue, mais bon, voilà. Il faut juste rassurer vos proches que c'est bien de la boue et pas autre chose. Voilà. Et quand vous rincez bien, ensuite vous n'aurez plus de boue et en fait vous vous rendrez compte que vos cheveux seront plus doux. Le skin rage, donc l'effet rétrécissant, l'effet éponge sera moins là. Et vous aurez de jolies boucles qui vont se dessiner parce que la guimauve est démêlante et active un peu les boucles aussi. Après, vous rincez bien pour ne plus avoir de boue dans les cheveux. Après, vous pouvez mettre votre leave-in ou alors pour celles qui veulent mettre un masque en plus, elles le peuvent. Moi, personnellement, je mets le masque avant le shampoing, comme j'expliquais Audrey au départ. Et en fait, ce que vous pouvez faire, donc après, vous mettez votre leave-in et puis après, vous faites une coiffure, enfin des nattes, des grosses nattes pour sécher tranquillement. Et vous verrez qu'après, vos cheveux seront beaucoup plus malléables. Voilà. Ça me faisait rire parce que la dernière fois, Audrey elle en a fait, tu vois, tu l'avais dit. Ah oui. elle était là, elle fait, mais Barbara, ça mousse pas. Et moi, je lui dis, mais si, ça doit mousser. Mais c'est pas possible. Ça marche pas sur mes cheveux. En fait, moi, j'en avais fait, je sais pas pourquoi, mais ça a moussé, tu vois. Et moi, je lui dis, mais attends, moi, ça moussait sur mes cheveux. Donc, vas-y, on recommence. On était là.
Oui. Elle était en train de se laver dans la salle de bain. Oh, je comprends pas ce truc. Pourquoi ça mousse pas, wesh? Du coup, j'ai pris du shampoing. Ah, d'accord, voilà. Pourquoi elle a terminé au champ? Maintenant, je sais. Voilà, ben, ne vous en faites pas si ça mousse pas, ça lave. Ça Mhm. lave. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. Mhm. Merci Barbara, merci Nicolas ainsi que Janice. Merci. Nous vous disons à la semaine prochaine et n'oubliez pas la rediffusion le dimanche de 21h à 22h. Voilà. Au revoir. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Femme à part. Tu n'es pas comme toutes les autres. Tu es une femme à part. L'émission Femme à part de 21h à 22h et rediffusion le dimanche.